Le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III entre en guerre contre la Prusse de Guillaume Ier, alliée à plusieurs États allemands du nord, de l'est, du sud, etc., dans un conflit qui se termine par la défaite des Français, la perte de l'Alsace-Lorraine, l'éclatement de la Commune de Paris et la proclamation de l'Empire allemand. Pour augmenter sa masse monétaire, l'Allemagne crée le Reichsmark, sa monnaie, à laquelle elle applique un étalon or, en utilisant l'or extrait des mines sud-africaines. D'autres pays rejoignent rapidement le système et utilisent les propriétés de l'or comme unité de valeur solide, stable, universelle et échangeable. L'étalon or définit alors les règles des premiers échanges monétaires internationaux, la manière dont est déterminé le prix d'une monnaie et la nature de ses réserves de change, ouvrant ainsi la voie au commerce international. En fait, l'étalon or est un système monétaire dans lequel la monnaie ou le billet de banque d'un pays a une valeur directement liée à l'or. Pour faire simple, il s'agit d'un système monétaire qui lie directement la valeur d'une monnaie à celle de l'or. Un pays fonctionnant selon l'étalon or ne saurait augmenter sa quantité de monnaie en circulation sans augmenter également ses réserves d'or, ce qui est à l'opposé des politiques monétaires actuelles dans les grandes économies développées qui permettent au contraire de faire varier la quantité de monnaie disponible pour assurer la stabilité des prix. Le fonctionnement idéal d'un système d'étalon or suppose donc un très haut degré de flexibilité des prix. Le système de l'étalon or implique également des règles spécifiques dans l'organisation des paiements internationaux. Puisque chaque monnaie nationale est ancrée alors, les taux d'échange nominaux entre les monnaies sont fixes et non réglables. La politique monétaire est entièrement soumise au maintien de la parité avec l'or et à la défense du taux de change. Étant donné que l'offre mondiale d'or est lente, le fait d'adhérer à l'étalon or aiderait en théorie à contenir les dépenses gouvernementales excessives, les émissions excessives de monnaie et l'inflation. Après le rationnement du butin et les efforts de guerre de la Première Guerre mondiale, les populations avaient hâte de profiter de la vie. La consommation et le niveau de vie a augmenté rapidement à une époque appelée les années folles. Certaines personnes voulaient donc gagner beaucoup plus d'argent. Elles ont décidé de se lancer en bourse, quand bien même qu'elles ne connaissaient pas tous les détails de son fonctionnement. Par conséquent, des populations achetaient des actions pour réaliser plus de profits. La majorité réinvestissait leurs bénéfices en achetant d'autres actions. La demande d'achat d'actions a augmenté rapidement, mais l'offre est restée la même, ce qui entraîna une augmentation de la valeur de ces actions. Progressivement, la valeur marchande des actions est devenue bien supérieure à leur valeur réelle. Et ce fut la dépression. Après la déflation du début des années 1930, le gouvernement américain s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire pour stimuler l'économie. Pour décourager d'encaisser leurs dépôts et réduire l'offre d'or, les États-Unis et d'autres gouvernements ont dû maintenir les taux d'intérêt élevés, ce qui les a rendus trop chers pour les individus et les entreprises. En 1933, le président Franklin Delano Roosevelt a coupé les liens entre le dollar et l'or, permettant ainsi au gouvernement d'injecter de l'argent dans l'économie et de réduire les taux d'intérêt. 90% des raisons pour lesquelles les États-Unis sont sortis de la Grande Dépression étaient la rupture avec l'or. Les États-Unis ont continué à autoriser les gouvernements étrangers à échanger des dollars contre l'or, jusqu'en 1971, où le président Richard Nixon met brusquement fin à la pratique consistant à empêcher les achats de dollars par des étrangers, ce qui affaiblit les réserves d'or américaines. Le 1er juillet 1944, alors que les combats de la Seconde Guerre mondiale faisaient rage en Europe et dans le Pacifique, des délégués de 44 pays se sont réunis dans un hôtel isolé à Mount Washington, à Bretton Woods, dans le New Hampshire, pour participer à ce qu'on appellera plus tard la conférence de Bretton Woods. L'objectif était de s'entendre sur un système d'ordre économique et de coopération internationale qui aiderait les pays à se remettre des ravages de la guerre et favoriserait la croissance mondiale à long terme. Dans le cadre du système de Bretton Woods, l'or constituait la base du dollar américain et les autres monnaies étaient rattachées à la valeur du dollar américain. Mais le système de Bretton Woods a pris fin par le paradoxe du 15 août 1971.
le président Richard Nixon emmène ses principaux conseillers économiques à Camp David. Pendant ce séjour qui a duré 3 jours, ils ont pris la décision radicale de séparer définitivement le dollar de l'or. Ce faisant, ils ont modifié unilatéralement l'ensemble du système monétaire mondial. Pour comprendre la spirale fatale qui a mis fin au seul ordre monétaire international jamais décidé par les hommes, il faut remonter au moins à la Première Guerre mondiale. D'abord, parce que ce premier conflit de l'ère industrielle a été très coûteux pour les principaux belligérants, entraînant la rupture du lien fixe entre l'or et les devises mises en place depuis le 19e siècle. Ensuite, parce que la domination britannique au cœur du système a été gommée. La décision disparate prise à la conférence de Gênes en 1922 aboutit à un étalon de change or qui ne durera pas très longtemps. Dans ce système, chaque pays pourrait décider de rendre sa monnaie convertible en or ou en monnaie elle-même convertible en or, à savoir la livre sterling, le dollar, ainsi de suite. Mais après la crise financière de 1929, le Royaume-Uni puis les États-Unis furent les premiers pays à dévaluer leur monnaie. Le désordre monétaire qui s'en est suivi serait considéré comme l'une des raisons de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1941, Washington et Londres réfléchissent à la marche à suivre. Le Britannique John Maynard Keynes propose la création d'une monnaie internationale, le Bancor. Les Américains, qui détenaient alors les 3/4 des réserves mondiales d'or, entendaient au contraire mettre le dollar au cœur du système. Lors de la conférence de Bretton Woods, le dollar est alors aligné sur l'or. Une once de métal jaune valait 35 billets verts pour $1. Les autres monnaies ont été liées au dollar par un lien fixe mais ajustable. Cet ordre monétaire présente cependant un défaut. Tous les pays avaient été tenus d'y ajouter leur compte en cas de déséquilibre, sauf les États-Unis. Robert Triffin, un économiste belge émigré aux États-Unis, l'expliquait en 1960 en ces termes. Pour que le monde ait suffisamment de dollars, les États-Unis doivent en produire massivement. Mais cette fabrication sape la confiance en la monnaie américaine. Au cours de la décennie suivante, avec le généreux programme de prestations sociales mis en place par le président Lyndon Johnson et surtout avec la guerre du Vietnam, les déficits publics se sont creusés. En 1969, l'excédent du compte courant disparaît. Sur le marché libre de l'or, les prix dépassent les $40. Les Européens sont inquiets. En 1964, le ministre français des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, dénonça le privilège exorbitant du dollar. Au début de l'année 1965, le général de Gaulle prône le retour de l'or. Le président français se sert d'un principe de Bretton Woods qui ne devrait pas. En échangeant les dollars détenus par la France contre l'or détenu par les États-Unis. Puis l'Allemagne, qui disposait déjà d'importants excédents, demanda à son tour la conversion de ses actifs en dollars. Les réserves d'or américaines ont commencé à fondre et ne représentaient d'alors qu'un quart du total mondial. Le lien fixe entre l'or et le dollar s'est avéré être une fiction. La conférence monétaire de Bretton Woods a été l'un des événements les plus importants de l'histoire, qui a contribué à normaliser le marché des changes tel que nous l'avons aujourd'hui. Par la suite, d'autres pays ont dû établir un taux de change basé sur le taux de change relatif du dollar américain par rapport à la monnaie locale. Néanmoins, le dollar américain n'a pas pu maîtriser l'or car il détenait la plus grande quantité de réserves substantielles au monde. À cette fin, ils ont plutôt attaché une plus grande importance à l'or par rapport au taux de change du dollar. Le dollar, comme unité de change standard, conduirait à la création d'un système flottant. Les oppositions à la domination du dollar provoquées par l'accord de Bretton Woods ont conduit à l'accord Smithsonian en décembre 1971. C'est un atelier qui a permis une plus grande marge de fluctuation pour les monnaies. Les États-Unis ont échangé le dollar contre l'or au taux d'échange de $38 l'once, dépréciant ainsi le dollar. Selon l'accord du Smithsonian,
Les autres principales devises pourraient fluctuer à 2,25% par rapport au dollar américain. Le dollar américain a été couplé à l'or. À la fin du début des années 1980, le poids du dollar américain a endetté les pays du tiers-monde et a fermé la plupart des usines européennes parce qu'elles ne pouvaient pas rivaliser avec d'autres concurrents étrangers. Par conséquent, en 1985, le G5, composé des économies les plus puissantes du monde, comprenant les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne de l'Ouest et le Japon, s'est réuni lors d'une réunion secrète à l'hôtel Plaza de New York. La réunion a filtré. Selon elle, l'accord visait à dévaluer le dollar pour l'empêcher de continuer à prendre de la valeur. Une décision censée contribuer à réduire le déficit commercial américain et forcer le G5 à faire une déclaration encourageant la prise de valeur des monnaies autres que le dollar, notamment le yen, la livre sterling et bien d'autres. L'accord du Plaza fut finalement considéré par beaucoup comme un échec et fut remplacé par un autre accord, l'accord du Louvre en 1987, qui coïncida avec une transition vers la modernisation. Le marché des changes a commencé sa transition vers la modernisation dans les années 1970, marquant une rupture significative avec les pratiques d'échange traditionnelles. L'effondrement du système de Bretton Woods en 1975, lorsque le président Richard Nixon a annoncé la suspension de la convertibilité du dollar américain en or, a été un moment décisif. Un événement qui a marqué le début de l'ère des taux d'échange flottants. Les années 1980 ont vu l'émergence de systèmes d'échange informatisés permettant aux institutions financières d'échanger des devises par voie électronique. Cette évolution a jeté les bases de la révolution numérique dans le marché d'échange. La transition vers l'électronique a accru l'efficacité, réduit le coût de transaction et ouvert de nouvelles opportunités aux investisseurs du monde entier. La décennie qui a suivi a été cruciale pour le marché des échanges, car les progrès technologiques et les changements réglementaires ont permis aux spéculateurs particuliers d'accéder à ce marché qui était auparavant exclusif. Les courtiers en ligne ont commencé à offrir aux particuliers la possibilité de négocier des devises à travers des plateformes conviviales. Une tendance qui a démocratisé le marché des changes, le rendant accessible aux particuliers et a constitué un changement sismique dans l'industrie. Les ECN, entendus par là, réseaux de communication électronique, ont fourni aux traders particuliers un moyen transparent et efficace d'accéder au marché interbancaire, offrant des spreads plus serrés et une exécution plus rapide. Cette évolution a permis aux traders de bénéficier de prix plus compétitifs et d'une plus grande transparence du marché. Le nouveau millénaire a apporté de nouvelles innovations et une participation accrue du marché des changes, renforçant ainsi son statut du plus grand marché financier au monde. En fait, le marché des changes fonctionnant 24 heures sur 24 s'est adapté à différents fuseaux horaires et modes de vie, favorisant ainsi une participation mondiale accrue. Avec l'avènement d'Internet, le marché des changes se propagea immédiatement comme une traînée de poudre dans différents pays. Les banques ont joué un rôle important dans la normalisation du marché des changes actuel en fournissant les liquidités nécessaires pour échanger et négocier plusieurs devises. L'utilisation d'algorithmes et de systèmes de trading automatisés s'est répandue, améliorant ainsi l'efficacité et la liquidité des transactions. Les sociétés de trading à haute fréquence, HFT, sont entrées dans l'arène du Forex, exécutant des transactions en quelques microsecondes et contribuant à accroître la liquidité du marché. Ensuite, pour permettre à un client de négocier sur les marchés d'échange sans avoir à passer des commandes à sa banque, le besoin d'intermédiaires financiers numériques reliant les individus au marché du Forex se fait sentir. Ce vide est aujourd'hui comblé par des courtiers responsables comme Dougroup. Avec de telles institutions dans l'industrie, le marché des changes connaît une transformation à grande vitesse. Aujourd'hui, un individu peut utiliser son smartphone pour créer un compte de trading auprès d'un courtier donné et commencer librement à négocier et trader en quelques étapes. Cette prolifération des téléphones intelligents dans les années 2010 a propulsé cette industrie à un autre niveau, permettant aux traders d'entrer sur les marchés, les surveiller et accéder à des ressources pédagogiques
sur leur téléphone et leur tablette, offrant ainsi un niveau de flexibilité sans précédent. Et puis l'ère du commerce mobile a frayé une voie pour le paiement mobile comme moyen de financer des comptes dans certains pays d'Asie et d'Afrique. L'industrie a été influencée par l'évolution de la civilisation et de la socialisation, déclenchant l'émergence du social trading. Les plateformes de social trading permettent aux traders de copier les stratégies d'investisseurs plus expérimentés, favorisant ainsi un sentiment de communauté et de partage de connaissances. Des réglementations plus strictes ont été introduites pour protéger les traders particuliers, notamment des mesures visant à garantir des pratiques commerciales équitables et à améliorer la transparence, garantissant un environnement commercial plus sûr et plus sécurisé. Tout cela permettra à vous et moi d'accéder au marché des changes en toute sécurité et de trader en toute confiance. En ce début des années 2020, le marché des changes évolue au rythme de l'imagination de l'homme. La révolution numérique est en marche et vous êtes les maîtres à jouer dans ce momentum. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui est la suite et la fin de cette série. Et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires.